Notre deuxième conférencier, Dr Paul Jolicoeur, qui est aussi un chercheur fondamentaliste de l'IRCM. Il est directeur de l'unité de recherche en biologie moléculaire et professeur titulaire de recherche à l'IRCM. Et il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur l'étude de la pathogénèse des maladies induites par le rétrovirus. Il est docteur en médecine et docteur en endocrinologie de l'Université Laval. Et c'est un acteur important dans la compréhension du VIH et du sida. Il a créé un modèle animal de la maladie chez la souris et ses travaux constituent une contribution importante, essentielle à l'ensemble de la communauté scientifique pour mieux comprendre la maladie. Donc, docteur Jolicoeur. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Alors, malgré les énormes progrès qu'on vient d'entendre, énormes succès sur la recherche sur le sida, néanmoins, ce virus, cette infection virale, recèle encore des défis et j'aimerais vous en parler j'aimerais parler de trois de ces défis. Et voici, j'aimerais parler de la perte de ces cellules CD4 dont le docteur Cohen parlait. J'aimerais parler du sida en tant qu'un syndrome, ce que recèle et ce que nous enseignent ces pathologies. Et enfin, j'aimerais dire quelques mots sur un vaccin. Alors, le premier volet, qui est sur la perte des cellules CD4, ce que l'on sait, c'est on sait que le VIH infecte principalement des cellules CD4 et induit leur perte, comme on vient de l'entendre. Et de plus, il induit aussi la perte de cellules qui ne sont pas infectées, un effet bystander, et d'autres cellules d'ailleurs. Alors, le problème de cette perte, c'est qu'on en connaît à peu près rien. Les mécanismes sont complètement inconnus. Il y a plusieurs mécanismes qui ont été proposés. La plupart n'ont pas été validés dans des modèles intéressants, et surtout chez les patients infectés. Plusieurs de ces études sont contradictoires. Et on ne sait pas, enfin, quels sont le gène viral ou les gènes viraux responsables de cette perte de CD4. Et on ne sait surtout pas quelles sont les voies de signalisation intracellulaires. Vous avez vu les voies de signalisation que le Dr Cohen a décrites pour le virus, mais il y a d'autres voies qui langagent, des voies intracellulaires cette fois-ci, qui sont impliquées et qui ne sont pas connues ou à peu près inconnues quant à la perte de CD4. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important d'étudier cette perte de façon plus importante? Pourquoi c'est un défi? Parce que la compréhension de la signalisation pourrait donner un accès à une nouvelle forme de thérapie qui, cette fois-là, ciblerait non pas le virus, mais ciblerait des voies de signalisation intracellulaires. Et on bénéficierait en fait d'une recherche abondante sur le cancer qui s'implique principalement dans la recherche des voies de signalisation et essayer de les bloquer dans le cancer. Toute la recherche sur le cancer tourne autour de ça actuellement, les compagnies pharmaceutiques et autres. Alors en fait, il y a une observation intéressante qui nous fait croire que ce scénario n'est pas tout à fait irréaliste. Il vient d'une observation faite chez les singes où il existe un virus qu'on appelle SIV, Simian Immunodeficiency Virus, qui, chez les macaques, est capable d'induire une maladie très semblable au sida. En fait, c'est le meilleur modèle du sida actuellement et largement employé. SIV ressemble aussi beaucoup au HIV, à peu près les mêmes gènes, qui ont les mêmes fonctions. Par contre, ce qui est très intéressant, chez certains singes, dont le mangabé, qui est un singe africain, qui est l'hôte naturel du SIV, d'une souche du SIV, il s'avère qu'il ne cause pas la maladie. Et, ce qui est plus important, plus intéressant, c'est qu'il s'y réplique à de très très hauts niveaux sans causer la perte de CD4. Okay? Donc, il s'agit d'un modèle, d'une observation que la nature nous donne qui pourrait être extrêmement importante et qui nous permet de poser certaines questions. Est-ce qu'HIV agit de cette façon chez certains individus? Et surtout, peut-on forcer HIV à se comporter de cette façon avec certains médicaments, par exemple, en empêchant la perte de CD4? Et finalement, comprendre ce qui se passe chez ces singes qui sont résistants
va probablement nous réserver d'intéressantes surprises pour la compréhension de la perte des CD4. C'était le premier volet. Je vais passer au deuxième volet qui consiste en essayant de vous apporter une compréhension du sida comme un syndrome et surtout pourquoi c'est important d'étudier le sida comme un syndrome qui est une maladie non pas seulement immunologique, mais aussi une maladie qui touche d'autres, c'est la définition même de syndrome, qui affecte plusieurs organes et ou systèmes. Alors voilà quelques systèmes ou pathologies que le SIV cause. On a parlé évidemment du système immunitaire, on a parlé un petit peu, Eric l'a mentionné, le système nerveux central, où il y a une démence qui peut se développer. Évidemment, tous ces pathologies se développent chez des patients non traités et chez des sous-groupes de patients non traités. Alors, il y a une pathologie du poumon ici, qui en fait, chez les enfants, est une pathologie qui définit le sida. Initialement, c'est une AIDS Defining Condition. Une maladie rénale ici qui est extrêmement intéressante, qui est une glomérulosclérose extrêmement sévère. Il attaque aussi le système gastro-intestinal. On voit souvent une diarrhée au début, qui manifeste d'autres pathologies fonctionnelles, évidemment. Maladie cardiaque est très intéressante parce qu'elle est fréquente. Regardez ici, chez les gens non traités, entre 1 et 6 % des patients peuvent mourir de maladie cardiaque avant tout. Système hématopoïétique, on connaît très bien l'anémie qui est extrêmement fréquente chez les gens non traités. Et enfin, le fameux wasting syndrome ou le slim disease que les Africains connus sur le slim disease. Donc, pourquoi c'est intéressant d'étudier ces syndromes ou ces pathologies? C'est que souvent, ils se retrouvent chez des sous-populations d'individus. Par exemple, la maladie rénale a une très forte composante génétique. En fait, on la retrouve aux États-Unis à 92 % uniquement chez des gens d'origine africaine. Très rare chez les Caucasiens. Ce sont des pathologies qui sont très probablement de mécanismes différents de ceux qui causent la perte de CD4, parce qu'ils infectent des cellules différentes, parce qu'ils s'y prennent de façon différente pour affecter ces cellules. Souvent, ils ne tuent pas les cellules, etc. La plupart des mécanismes moléculaires sont inconnus. Par exemple, dans la maladie rénale, on n'en connaît à peu près rien. Même chose pour la maladie du poumon, qui est une maladie du poumon causée par HIV, non pas par d'autres infections, évidemment. Et aussi, il faut noter que le sida est associé à une très haute fréquence de cancers, et pas tous les cancers, certains cancers. On peut se demander comment ces cancers se développent, pourquoi, et pourquoi certains de ces cancers seulement sont favorisés. Alors voilà un peu le syndrome causé par l'infection HIV. On peut y trouver certains avantages à étudier ces pathologies. D'abord, pour, évidemment, trouver une thérapie ciblée pour certaines maladies. Je pense ciblée, par exemple, pour la maladie rénale, qui est une maladie dévastatrice, qui tue les individus extrêmement rapidement, ceux qui ont cette focal segmental glomerulosclerose. C'est une glomérulosclérose extrêmement précise, particulière, qu'on retrouve dans certaines formes génétiques, d'ailleurs, chez des individus non atteints d'HIV. Et j'en viens à mon deuxième point, la compréhension de ces pathologies causées par peu de gènes, on a quelques gènes seulement, 7, 8, 9, peut-être un cause certaines de ces pathologies, peut nous amener à la compréhension d'autres maladies semblables, mais qui ne seraient pas causées par HIV, en supposant qu'ils ont les mêmes mécanismes moléculaires de se développer. OK. Alors, je vais passer à mon troisième point, qui était le vaccin, qui est un troisième défi, parmi bien d'autres. J'en ai choisi 3. Je vais limiter mon propos aux anticorps anti-HIV, donc immunité humorale, faute de temps. Qu'est-ce qu'on sait? On sait d'abord que l'infection HIV est extrêmement efficace pour développer des anticorps. No problem là, il n'y a aucun problème. En fait, c'est utilisé comme diagnostic. Le deuxième point, c'est que la plupart de ces anticorps, chez la plupart des individus infectés, sont incapables de bloquer l'infection.
Bon, pour l'individu lui-même qui est infecté, ça ne change pas grand-chose, mais dans une perspective de vaccin, c'est important de savoir ceci. Et enfin, comme vous le savez tous, il n'existe aucun vaccin pour stimuler la formation de vaccins, d'anticorps qui soient capables de bloquer l'infection à ce jour. OK, on a une contrainte très importante si on veut développer des anti-HIV, des anticorps anti-HIV, c'est qu'à cause de la mutation qu'expliquait le Dr Cohen, ce vaccin, pour être efficace, devra donc stimuler la formation d'anticorps bloquant plusieurs souches distinctes de HIV. Donc, on appelle ces anticorps des anticorps capables de neutraliser à large spectre. En anglais, c'est Broadly Neutralizing Antibodies. Alors, les progrès récents sont extrêmement intéressants sous cet aspect. D'abord, depuis quelques années, on réalise qu'il y a certains individus infectés, entre 1 et 5 qui sont capables de développer de tels anticorps neutralisants à large spectre. Ils sont rares, ils sont difficiles à obtenir de chez ces individus-là, mais on a réussi à les cloner et les caractériser extrêmement bien. Et ce qu'on trouve d'abord, c'est qu'ils sont uniques. Et on trouve surtout qu'ils sont très, très efficaces contre un large spectre d'HIV, incluant ceux de certains pays comme l'Afrique de souches distinctes. Ils sont efficaces non seulement en culture in vitro, mais ils sont aussi efficaces chez l'animal, incluant, et ça c'est important pour un vaccin efficace, incluant contre l'infection mucosale, un dernier papier qui vient de sortir ce mois-ci dans BNRS. Alors ça c'est vraiment très, très encourageant. Donc, ça nous permet de conclure, ce qu'on ne savait pas il y a quelques années, ça nous permet de conclure que si on pouvait stimuler la formation de tels anticorps, ils seraient très efficaces, parce qu'on l'a prouvé qu'ils sont efficaces, même dans des conditions, on l'a prouvé dans un transfert passif. Évidemment, ces expériences ont été faites ici, chez Animal, dans un transfert passif. Alors, que reste-t-il néanmoins? Il reste un énorme défi, à savoir formuler une préparation de VIH ou de protéines virales qui soit capable de stimuler la formation spécifiquement et surtout d'anticorps à large spectre. Ce n'est pas un mince défi. On ne sait pas comment arriver à ceci. On ne sait pas comment faire. Et évidemment, une bonne partie de la recherche actuellement consiste à relever ce défi. Alors, je vais vous remercier. J'arrête là.